Le CICR a lancé un appel en 2002 intitulé Biotechnologie, armes et humanité. Pourquoi lancer un appel à ce moment-là alors que la Convention contre les armes chimiques est entrée en vigueur en 1993 et celle sur les armes chimiques et biologiques en 1972? Ces conventions sont-elles jugées insuffisantes par le CICR? Dans votre discours du 10 juin 2005, prononcé à l'occasion du 80e anniversaire du protocole de Genève, vous déclariez « Nous devons en outre nous interroger sérieusement sur la pertinence des dispositions prévues par les conventions relatives aux armes chimiques et biologiques dans une histoire actuelle marquée par les avancées technologiques et l'évolution des contextes politiques. » Oui, en fait, votre question m'a donné l'occasion de relire cette déclaration que j'avais faite au nom du CICR. Et puis je disais également qu'il fallait que nous prenions, enfin nous, c'est-à-dire la communauté internationale, hein, les communautés des États, etc., prenions vraiment toutes les mesures pour qu'il ne soit plus jamais recouru aux armes chimiques. Et en fait, quand on réfléchit à ça, on se rend compte que ces tentatives pour limiter, interdire l'utilisation de certaines armes, on pourra peut-être revenir là-dessus plus tard, voir quelles armes sont interdites et quelles ne le sont pas, ou dans quelles circonstances on peut utiliser telle ou telle arme, c'est qu'il y a en fait des éléments qui font que c'est un travail perpétuel. C'est un travail et une tâche qui ne se termine jamais. On ne peut jamais dire, ben voilà, maintenant, on a résolu le problème, on a adopté une convention, tous les États sont partis à ces conventions, etc. Parce qu'en fait, il y a des problèmes différents. Tout d'abord, il y a la question des avancées technologiques. Hein. L'avancée technologique, on développe sans arrêt de nouveaux moyens de combat. Hein. Et donc, il faut que le droit, il faut que les normes internationales suivent cette évolution de façon très très serrée, hein, pour justement essayer de voir quels sont les dangers et d'essayer de les prévenir si possible. Je fais une toute petite incidente ici pour dire qu'en général, les armes qui sont interdites après avoir été utilisées. Hein, à un moment où on se rend compte justement des dégâts et qu'elles violent de façon patente, disons, toutes les normes les plus fondamentales du droit humanitaire international. Il y a les armes chimiques, évidemment, c'est un exemple. Il y a les mines antipersonnelles. Enfin, on peut prendre toute la liste des armes interdites, sauf une. Il y a un cas qui est très intéressant d'une arme qui a été interdite sans qu'elle ait jamais été utilisée, et c'est des armes à laser aveuglante. On avait mis au point un fusil qui ne tue pas l'adversaire, mais l'aveugle. Hein. Et c'est un développement qui a été fait, et on s'est rendu compte de ce développement, et on a réussi à inclure cette arme, à faire inclure cette arme dans la liste des armes interdites avant même qu'elle ait été utilisée. Mais c'est l'exception. Hein, c'est l'exception. Donc il y a ce problème du développement technologique dans le domaine qui vous intéresse particulièrement, des armes chimiques, bactériologiques, etc. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être vu, on parle énormément de nouveaux types de guerres, d'un nouveau type, c'est la guerre, le cyber warfare, hein, la guerre cybernétique en quelque sorte, qui peut être extrêmement meurtrière. Hein, qui peut être extrêmement meurtrière. On peut imaginer aujourd'hui d'avoir des armes qui permettent de détruire tout le système de gestion informatique des hôpitaux, hein, des systèmes de distribution d'eau, d'électricité, etc. Donc on peut par ces moyens-là, arriver à mettre à bas complètement des systèmes de santé, par exemple, d'un pays, avec un nombre de victimes incalculable. Donc il y a toujours une course, si vous voulez, entre le développement technologique et puis le droit. Hein, et le droit doit essayer de ne pas être trop en arrière, disons, par rapport à ça. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est que lorsque vous avez une convention, tous les États ne sont pas nécessairement partis à cette convention. Donc c'est un combat, même si la Convention a été adoptée, ratifiée, entrée en vigueur, elle engage que les États qui sont partis à cette Convention. Prenez la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, il y a plus de 100 États partis à cette Convention pour interdire les mines antipersonnelles, mais malheureusement, les principaux utilisateurs ne sont pas partis de cette Convention. Donc il y a un combat constant pour à faire que tout le monde adhère à cette convention, sans parler de l'autre aspect, c'est que ces conventions sont signées par les États, hein,
et qu'il y a des tas de groupes armés non étatiques qui utilisent aussi ces armes. Donc après, il y a toute la question de dire comment est-ce qu'on peut amener ces groupes non étatiques à accepter aussi ces différentes normes. Et puis, dernier point, aussi le pourquoi le combat est constant, ou la lutte est constante pour essayer d'interdire ces armes, qu'elles soient utilisées, c'est l'action qui doit être faite, je dirais, en amont de la production d'armes. Hein, c'est-à-dire le travail qui doit être fait de sensibilisation, de dialogue avec les milieux scientifiques, hein, qui développent ces armes, avec les milieux économiques, les entreprises qui les produisent, etc., pour essayer de les sensibiliser à ces problèmes. Donc c'est pour ça, je crois que la réponse à la question ici, en 2 mots, c'est de dire c'est un travail sans fin. C'est un travail sans fin, mais qui doit absolument être entrepris. Autrement, l'écart, disons, entre les développements et puis ce qui se passe et puis le droit devient extrêmement grand. Et puis il y a le risque à ce moment-là que le droit soit considéré comme étant pas pertinent, disons pas.